Merci d'être aussi nombreux ce soir pour être ensemble. Ça rattrape le coup parce que la dernière fois que je suis venu ici, je ne me souviens plus de l'année, mais ce soir-là, j'étais en compétition avec une coupe européenne de football. Et il devait y avoir 12 personnes dans la salle. Donc, bon, j'ai rien contre le foot, mais je ne m'étais pas déplacé de trop loin. Ça allait, ça allait. Blague à part, ça fait vraiment plaisir d'être ensemble ce soir pour aborder une question qui sous-tend notre citoyenneté. À savoir justement une distinction que je voudrais la plus simple possible, la plus didactique possible, la moins sophistiquée possible. Vous allez même la trouver rustre, rudimentaire, mais allons-y, entre savoir, croyance religieuse et opinion. Parce que si on n'a pas de critères pour distinguer parmi les multiples assertions auxquelles nous sommes confrontés chaque jour, si nous n'avons pas de critères pour faire la distinction, nous pouvons nous laisser piéger. Et pour ne citer qu'un piège récent et qui est tout près d'ici, c'est le plateau de Saclay. Là, c'est d'actualité. J'ai reçu ce mail il y a un mois. Vient d'arriver sur le campus, un campus universitaire, le plateau de Saclay, un nouveau centre initié par la Compagnie de Jésus et les diocèses d'Évry, de Paris, de Versailles et de Nanterre. Un nouveau centre largement ouvert aux étudiants du plateau de Saclay, en train de faire leurs études, notamment de pharmacie. Et la publicité qui est faite, non seulement sous forme de placards dans les salles étudiantes sur le campus, mais aussi sur la toile et par voie de mail qu'on reçoit. Alors je vous lis le texte. Au cœur du plateau de Saclay, ce n'est pas une pub que je suis en train de vous faire, rassurez-vous. Un projet visionnaire est né de l'intuition de la Compagnie de Jésus et des diocèses d'Évry, de Paris, Versailles et Nanterre. Ils ont imaginé un lieu unique, le centre Taillard de Chardin, un espace dédié non seulement aux avancées scientifiques, mais aussi à une exploration plus profonde de ses implications philosophiques, éthique et spirituelle. Un lieu ouvert où tout l'esprit curieux rencontre la réflexion profonde, où les étudiants, chercheurs et habitants du plateau viennent s'interroger sur le sens réel des progrès scientifiques et technologiques. Chaque conférence, chaque rencontre, chaque débat au centre Taillard de Chardin offre un espace de dialogue enrichissant entre les sciences, la philosophie et la théologie. Ici, dans ce carrefour d'innovation et de spiritualité, des esprits brillants et des cœurs passionnés collaboreront pour façonner un avenir où la science s'aligne avec les valeurs humaines profondes. Pour continuer d'enrichir ce dialogue essentiel, le centre a besoin de vous. Le centre a besoin de vous. Votre don aujourd'hui permettra au centre de continuer à être un lieu d'espérance, de connaissance et d'aspiration. Fermez les guillemets. Donc, si vous n'avez pas de critères, il est tout pouchou, il est tout mignon ce message, il est tout câlin, ça ouvre au dialogue. Et si vous commencez à objecter sur ce message, vous passez pour un odieux sectateur. Vous passez pour quelqu'un qui est obtus, qui ne veut pas ouvrir les résultats scientifiques, les découvertes scientifiques ou les innovations scientifiques au débat. Donc, celui qui va objecter contre un message aussi avenant, bras tendu, main tendue, eh bien, il va passer, bien sûr, pour un sectateur. Alors, ces phénomènes, nous les avons analysés dans plusieurs livres. C'est ce qu'on appelle le spiritualisme englobant, c'est-à-dire qu'il y a évidemment dans la société des options métaphysiques politiquement organisées qui voient la science comme un territoire à conquérir. Le monde de l'éducation, que ce soit l'éducation supérieure, puisqu'on est sur un campus universitaire, ou que ce soit les programmes scolaires, le terrain de l'éducation est un terrain à investir lorsque les organisations spirituelles deviennent des organisations politiques. Nous avons donc analysé, alors moi-même dans ce livre, Les sciences face au créationnisme, ou cette excellente enquête de Olivier Brosseau et Cyril Baudouin, enquête sur les créationnismes, très très bon dossier qui fait le point sur les forces qui sont à l'œuvre en France, et puis aussi à l'étranger, mais surtout en France. Si vous voulez savoir ce qui se joue dans les coulisses, ou même plus ouvertement, eh bien ces deux livres vous donnent un panorama de ce qui se passe. Alors, c'est pas seulement une nécessité que de faire la distinction entre savoir, croyance religieuse et opinion. C'est pas seulement une nécessité pour prévenir nos étudiants du piège qui leur est tendu. Alors, on va voir de quel piège il s'agit, d'un piège épistémologique en réalité, mais ça, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. C'est aussi la confrontation entre le savoir scientifique et le savoir tout court, avec les programmes scolaires dans l'espace, les savoirs qu'accompagnent les programmes scolaires, donc, confrontation avec certains élèves. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, ça fait déjà bien 10 ans que la recrudescence des cas augmente. Les enseignants du secondaire
collèges et lycées font face à un nombre accru de contestations du contenu même du savoir dans l'espace scolaire, de la part d'élèves qui sont... alors quand je dis contestation, il ne s'agit pas d'une main levée pour essayer de comprendre, hein, bien sûr. La contestation, on sent qu'on arrive à savoir à quel moment elle est idéologiquement mue, à quel moment on est sur l'affirmation soit d'une croyance religieuse, soit d'une, comment dire, soit d'un postulat ou on va dire d'une armature plus politique. Mais enfin, disons que le savoir se retrouve aujourd'hui contesté dans l'espace même où la République française a prévu de le dispenser aux futurs citoyens. Comment l'enseignant peut-il réagir face à ça de manière laïque et de manière constructive? Et là, il faut armer les enseignants, il faut les aider à faire face de manière didactique et laïque à ces contestations. N'y a-t-il pas, lorsqu'un savoir se retrouve publiquement contesté dans l'espace de la classe, et je dis bien publiquement, hein, n'y a-t-il pas un crime de lèse bien public? Car, rappelons-le, il y a des espaces de légitimité dans la société. Il y a des endroits où les propos qui relèvent des croyances religieuses sont légitimes, dans une église par exemple. Il y a des endroits où les savoirs sont légitimes, par exemple dans les laboratoires de recherche, dans les équipes de recherche, toutes disciplines confondues d'ailleurs, dans l'espace scolaire. Dans l'espace scolaire, vous n'ignorez pas que c'est Condorcet qui a mis le savoir au cœur de ce qui est enseignable pour forger le futur citoyen. Condorcet, c'est un philosophe des Lumières. En 1791, il rédige le premier projet de ce que doit être l'école dans un nouveau régime qu'est la Première République française. En tant que philosophe des Lumières, il conçoit que la raison est émancipatrice et qu'à ce titre, c'est parce que les individus seront entraînés à exercer leur raison qu'ils pourront jouir de leurs droits et exercer leurs devoirs dans l'espace politique qui est un espace délibératif. Et donc, la raison est mobilisée dans le savoir, et tout particulièrement dans le savoir scientifique. Et du coup, la science se retrouve naturellement, j'ai envie de dire, passivement compatible avec le projet scolaire de Condorcet. L'espace scolaire, c'est un espace politique par excellence, et au sens noble du terme. C'est l'endroit où, finalement, on va décider de quoi aura besoin le futur citoyen pour être citoyen, précisément, pour jouir de ses droits et exercer ses devoirs. Et il est donc absolument évident que dans l'espace scolaire, ce qui est légitime, c'est le savoir. Et donc, c'est pour ça que je disais, n'est-ce pas un crime de lèse bien public que d'objecter sur des savoirs dans l'espace de la classe? Quand je dis objecter, c'est objecter avec une volonté d'opposition. Je ne parle pas, bien sûr, d'une question ouvertement posée. Là. Je parle d'une véritable objection. J'ai le témoignage d'un enseignant de philosophie qui, en terminale, a vu un élève qui a carrément fait un prêche dans la classe. Bon, il s'est tiré une balle dans le pied parce qu'il était tellement... bref, il emmerdait tellement tout le monde que finalement, c'est les élèves qui lui ont dit « Ah, ça va, bon, tais-toi parce que tu nous ennuies ». Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ça existe, ce genre de choses. Hein. Et donc, une distinction... Pourquoi est-ce que cette distinction entre savoir, croyance religieuse et opinion, pourquoi est-ce que je la voudrais didactique? Parce qu'il s'est agi, à un moment donné, d'épauler les enseignants à pouvoir faire face à des contestations du savoir scientifique dans l'espace de la classe. Et donc, si on dit à un élève la liberté de ton opinion, bien sûr, elle t'est garantie par la Constitution, mais par contre, l'espace dans lequel on est ici, c'est un espace politique, c'est l'espace scolaire. Et donc, ce sont les savoirs qui sont légitimes. Ta posture métaphysique ou ta posture politique ne sera jamais plus légitime que ce que dira l'enseignant. Et oui, mais alors, si les savoirs sont légitimes et pas les croyances religieuses dans un espace scolaire, quelle distinction? L'élève arrive très vite à cette question. Comment on fait la différence entre une croyance religieuse et un savoir? Et donc, évidemment, cette différence, ce n'est pas vouloir, en quelque sorte, agir en sectateur que de fournir des critères. C'est, au contraire, aider à ce que, justement, en évitant les confusions, éviter les conflits qui sont nuls et non avenus, en fait. Alors, je vous propose deux critères didactiques. Ils sont simplistes, mais justement, ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour être rapidement mobilisés dans l'espace de la classe, mais aussi mobilisés dans la discussion de famille. Parce que,
entre nous, il ne se passe pas des choses tellement plus spéciales dans l'espace de la classe en termes de représentation qui se manifestent face à l'enseignant, que les différentes représentations ne peuvent se manifester parmi les uns ou les autres dans un repas de famille. Vous allez être confronté dans votre vie, par moment, à une nécessité de distinction. Savoir, croyances religieuses, opinions peuvent se distinguer en regardant si ce qui est affirmé est assumé à titre collectif ou si ce qui est affirmé est assumé à titre personnel. Et le deuxième critère qu'on peut utiliser, c'est examiner si ce qui est dit, je peux le justifier moi-même. Est-ce que je suis capable de justifier rationnellement ce que je tiens pour fiable? Donc dans ce cas-là, je mettrai un J dans la colonne. Ou alors, est-ce que ce que je dis, je m'en remets à quelqu'un d'autre pour le tenir pour fiable? Parce que je ne suis pas capable moi-même de justifier ce que je dis. D'ailleurs, entre nous, on passe une grosse partie de la journée à faire confiance à autrui. Et heureusement d'ailleurs. Heureusement qu'on se fait confiance, parce que si on ne se faisait pas confiance... D'ailleurs, vous ne m'écouteriez même pas là, si vous ne me faisiez pas un minimum confiance. Donc, pour faire société commune, on a besoin de se faire confiance. Et donc, il y a des moments, bien sûr, et c'est très souvent, où on s'en remet à d'autres. On s'en remet à d'autres. Donc, ce que j'appelle autorité, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est l'autorité au sens positif du terme, c'est-à-dire qu'il y a des pages éditoriales, des personnes, par leur statut, par leur diplôme, il y a tout un tas de marqueurs qui font que ces personnes, vous leur faites confiance, pour eux, elles font autorité dans le domaine considéré. Donc vous vous en remettez à quelqu'un pour tenir une assertion pour fiable, comme fiable en tout cas. Et donc les savoirs eh bien, leur première propriété, et c'est même dans la racine étymologique du mot, c'est que je peux justifier, quand je sais quelque chose, je sais pourquoi je le sais. Je peux justifier rationnellement l'assertion que je tiens pour fiable. Et donc je mets un J dans la colonne, un savoir d'abord se justifie. Et ça, c'est tout particulièrement vrai, évidemment, des savoirs scientifiques, qui est un sous-cas de savoir, où nous, les chercheurs, en sciences, nous courons sur un tapis roulant permanent de justification. C'est pas la peine de le rappeler beaucoup, d'insister beaucoup, parce que c'est une telle évidence, mais vous savez que les scientifiques ne tiennent pas leurs résultats pour des dogmes. C'est-à-dire qu'un résultat n'est valable en science que tant qu'il n'a pas été réfuté, tant qu'on n'a pas trouvé mieux. Je vous donne un exemple tout bête. Il y a 7 ans, on pensait que l'espèce humaine avait 200 000 ans. Et voilà qu'il y a 4 ans, on trouve des fossiles en Afrique du Nord, on redate ces fossiles, et ils étaient connus d'avant, mais on les a redatés et on leur a trouvé 300 000 ans d'âge. Pouf, patatras, un jour en science, voilà, l'espèce humaine prend 50% d'âge en plus. Vous savez bien que les résultats scientifiques sont dynamiques. On trouve un résultat un jour J, mais on sait que demain, J peut être amélioré, voire même J peut être réfuté. Et enfin bref, le résultat est amené, évidemment, possiblement à changer dans le futur. C'est pour ça qu'on aime bien cette notion de fiabilité. Finalement, les résultats scientifiques, ils posent des choses sur la table. D'abord, ils ne vous les imposent jamais. Vous n'avez jamais vu un scientifique mettre un pistolet sur la tempe de quelqu'un et dire « tu vas croire à la science, oui ou non ?» La science propose, et c'est vous qui disposez. Donc on pose sur la table, voilà, c'est ce qui est fiable au jour d'aujourd'hui. On sait que demain, ça peut peut-être changer, mais vraiment, aujourd'hui, on n'a pas mieux. C'est ça la fiabilité. C'est une notion très fine, mais qui est épistémologiquement très importante. Moi, je ne vous dirai jamais que les résultats que j'ai trouvés dans ma carrière, ils seront vrais pour toujours. J'ai une prudence par rapport au futur. J'observe une prudence. Je dis à mes collègues, c'est ce que j'ai de plus fiable, allez-y, secouez, puis plus c'est surprenant, plus vous devez secouer. Vous savez ça, hein. Un résultat très surprenant doit demander un haut degré de preuve. Et donc, si vous trouvez un truc super surprenant, vous devez le secouer à mort vous-même, parce que sinon, c'est vos collègues qui vont le faire. Il faut que vous vérifiez que ça tient, que ça résiste, parce qu'il ne s'agit pas de se faire démontrer le lendemain qu'on s'est gouré, quoi. Donc, hop, on propose, les collègues secouent, si ça résiste, on publie, et puis peut-être que d'autres publications plus tard trouveront le même résultat, et dans ce cas-là, tant mieux. S'il y a d'autres résultats qui contredisent les précédents, on discute. C'est pour ça que les congrès sont faits, hein, on discute. On devrait trouver la même chose, c'est bizarre, pourquoi on ne trouve pas la même chose? On essaye de comprendre pourquoi on ne trouve pas la même chose, alors qu'on devrait trouver la même chose. Voilà. Bref, il y a toute une dynamique de discussion. D'ailleurs, ça me mène à la première colonne, c'est une dynamique collective. Parce que vous ne discutez pas tout seul en science.
Excusez-moi, mais le mec qui crie Eureka dans sa baignoire tout seul, il est bon à rien. Il faut avoir publié, et quand vous avez publié vos résultats, vous êtes évalué par vos pairs, PAIRS, c'est-à-dire les collègues qui sont au moins aussi balèzes que vous sur le sujet. Ils ne vont pas vous faire de cadeaux, non pas parce qu'ils sont malveillants, mais c'est parce qu'eux-mêmes ont le goût de la rigueur. Et il ne s'agit pas de raconter des fariboles dans des papiers. Si les collègues sont exigeants dans leur exercice d'évaluation des articles de leurs collègues, c'est parce qu'ils savent bien qu'ils entretiennent, en étant exigeants, une fiabilité professionnelle à l'échelle mondiale, parce qu'on est évalué par des pairs qui sont à l'étranger le plus souvent. On ne les connaît même pas d'ailleurs. Il vaut mieux qu'on ne les connaisse pas d'ailleurs. Ouais. Donc ce collectif, il est en œuvre à l'échelle internationale. Donc c'est d'une banalité inouïe que de dire que le travail des scientifiques, c'est un travail collectif. Les scientifiques ne travaillent jamais seuls, ils sont dans des infrastructures, ils ont des équipes techniques, ils ont leurs collègues à côté, ils bossent en équipe. Pas toujours, mais même pour ceux qui bosseraient moins en équipe, de toute façon, ils sont quand même évalués par les pairs. Et puis quand bien même auriez-vous publié un article bien visible dans les journaux, tout s'est bien passé, vous avez été évalué, je rappelle quand même que quelque chose qu'on oublie, c'est qu'un résultat qui n'est jamais reproduit par une équipe indépendante, il est oublié. Ça, on ne le dit jamais assez. C'est que quand bien même avez-vous réussi à passer toutes les étapes et publié dans Nature ou Science, vous êtes content, vous avez fait le buzz, bah, s'il n'y a pas une autre équipe qui, 1 an, 2 ans ou 5 ans après, corrobore le résultat, eh bien, le résultat, il va tomber à l'eau. Enfin, c'est pas qu'il va tomber à l'eau, c'est qu'il va juste tomber aux oubliettes, mais sans que personne le jette, quoi. Ça se fait tout seul. Un résultat unique, bah, personne n'en parle, en fait. Donc, finalement, ça va très loin, cette histoire de dynamique collective. Donc, les savoirs sont collectivement assumés et sont des entreprises géantes de justification permanente. Je dis aux élèves de collège et de lycée, quand il m'arrive de les avoir devant moi, la science est légitime parce qu'elle est périmable. Alors ça les retourne. Parce qu'eux, ils ont dans la tête que la science est légitime parce qu'elle fournit des trucs qui seront vrais à jamais, des dogmes, vous voyez. Justement, c'est le contraire. C'est que nous sommes légitimes parce que nous posons des assertions fiables dont nous savons qu'elles peuvent changer. Mais elles resteront fiables tant qu'elles auront résisté à de multiples tentatives de déstabilisation. Et donc, il y a cette idée de dynamique qu'il faut arriver à faire passer aux jeunes. Cette notion de fiabilité, petite parenthèse, vous pourriez dire que j'exagère un peu et que quand même, c'est pas de mal la veille qu'on va remettre en cause la rotondité de la Terre. Alors que je joue avec les mots. Alors, il y a 2 façons de gérer ce genre de truc. Il y a Étienne Klein qui dit... Étienne Klein, il utilise un autre vocabulaire que moi. Étienne Klein, il est dans une posture où il adopte la binarité. Il dit, il y a la science, c'est les résultats froids, c'est-à-dire les résultats dont on sait que franchement, c'est pas de mal la veille que ça va changer. Et puis, il y a la recherche. La recherche, c'est la science chaude, c'est les machins qui se discutent en ce moment. Demain, ça peut changer. Donc voilà, il distingue la recherche et la science pour parler d'une dynamique en train de se faire, ou alors pour parler du résultat, dont moi je dis que la fiabilité, elle est à 99,9999999%. Alors vous direz que je joue avec les mots, mais ma posture, je l'adopte parce que c'est une posture épistémique. Bien sûr que je ne pense pas que la rotondité de la Terre sera remise en cause, c'est pas de mal à veille, je suis d'accord avec vous. Mais ça dépend pas, ma posture, elle ne dépend pas du résultat. C'est une posture de principe. C'est adopter le principe qu'un résultat, il puisse être révisé. Même en surface, même un petit peu. Peut-être pas nécessairement radicalement changé, c'est pas demain qu'on va vous décrire une Terre cubique, hein, on est bien d'accord. Mais c'est une posture de base que je préfère adopter, et donc adopter un vocabulaire qui parle de fiabilité plutôt que de vérité, parce que justement, chez nos publics, le mot vérité résonne un peu trop dans le champ de la théologie, et je me méfie de ce mot, parce qu'il peut recéler chez mon interlocuteur un caractère d'immuabilité. Et c'est surtout pas ce que je veux faire passer. Les résultats scientifiques ne sont pas des résultats immuables. Tout à l'heure, je vous disais qu'on a besoin de se faire confiance. Alors, examinons le mot croyance au sens le plus générique du terme. Je crois à autrui. Quand je dis je crois à autrui, ça veut dire que je fais confiance à autrui. Et heureusement qu'on demande à nos élèves de croire à leurs enseignants.
la particularité de la croyance, précisément, c'est que vous faites confiance à autrui. Pourquoi ? Parce que cet autrui, pour vous, possède une certaine forme d'autorité. Moi, je ne suis pas astrophysicien, j'y connais rien en astrophysique, je suis une vraie bille. Et pour me parler d'astrophysique, j'accorde ma confiance à mon collègue Marc Lachaiseray. Pourquoi je lui accorde ma confiance ? D'abord parce qu'il a des diplômes. À l'heure où il est bon de critiquer les diplômes, c'est quand même intéressant de rappeler à nos jeunes que les diplômes, ce sont des sceaux de biens publics. Parce que vous faire opérer par un chirurgien qui n'a pas de diplôme, hein, bon, je ne vous fais pas de dessin, hein, ou le pilote de ligne qui n'a pas de diplôme non plus. Enfin, vous voyez ce que... Donc évidemment que Marc Lachaiseray, il a un diplôme du supérieur, qui est une marque du bien public, pour dire ce gars-là, en astrophysique, il est balèze. A priori, vous devriez pouvoir lui faire confiance. Vous devriez pouvoir le croire. Alors évidemment, aucun système n'est parfait, vous savez que les humains sont faillibles, et tout de suite, vous pouvez tout de suite penser que, ah oui, mais ce que vous racontez, c'est pas ce qu'on vit dans la vie de tous les jours, il y a des scientifiques corrompus, il y a des incompétents, j'en connais pas beaucoup, mais enfin bon, il y en a, admettons. J'admets que les humains puissent être faillibles, mais tout de même, les principes sur lesquels nous arrivons à vivre ensemble reposent quand même, malgré tout, sur une confiance que nous sommes censés accorder à des gens qui sont des garants du bien public. Eh bien voilà, je vais justifier mon salaire ce soir. Je suis payé avec vos impôts. Je ne suis pas payé pour vous raconter des carabistouilles. Je suis payé pour garantir la fiabilité d'un contenu de connaissance dans un domaine précis. Bien sûr, je ne suis pas légitime à vous parler de circulation routière ou d'astrophysique. Par contre, moi, en astrophysique, je ferai confiance à Marc Lachaiseray, parce que je sais qu'il fait le même métier que moi, qu'il s'astreint à des règles de l'argumentation à laquelle, moi, en biologie, je m'astreins moi-même. Donc ça, c'est une marque de confiance que je peux considérer comme importante. Je sais qu'il peut se tromper, mais a priori, dans le domaine de l'astrophysique, et pas dans celui de la circulation routière, je lui ferai confiance. Ça, c'est super important à rappeler à nos jeunes. Nos légitimités ne sont pas monolithiques. Nos légitimités sont mosaïques. Chez des jeunes aujourd'hui, il y a une importance considérable. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'avec la toile, s'installe une confusion entre l'égalité en droit à s'exprimer, l'égalité, la liberté d'opinion, bien sûr, l'égalité dans la liberté dont chacun jouit d'avoir son opinion, l'égalité de légitimité et l'égalité de compétence. Et il y a une confusion généralisée sur ces quatre éléments qui fait que lorsque vous objectez à votre interlocuteur, lorsque vous, dans un débat contradictoire, vous lui montrez qu'il a tort, eh bien, il peut le ressentir, et c'est assez souvent d'ailleurs comme une humiliation, une récusation de sa personne. S'il a cette idée que les légitimités ou les compétences sont mosaïques, ce n'est pas parce qu'on a tort sur un sujet qu'on a nécessairement tort sur un autre. Et que finalement, se faire démontrer qu'on a tort sur un sujet donné, il n'y a pas à en faire un sujet d'humiliation. Donc, premier élément important, nos légitimités sont mosaïques. Moi, je peux me gourer en circulation routière, je ne vais pas aller me suicider après, hein, ou menacer quelqu'un. Et puis, d'autre part, il y a une distinction importante à ramener dans cet exercice de débat contradictoire, notamment sur la toile aujourd'hui, c'est la distinction entre la critique des idées et la critique des personnes. Ça, c'est capital. Mais ce n'est pas nouveau, hein. Normalement, à l'Assemblée nationale, dans un débat contradictoire, on doit pouvoir faire la différence entre la critique des idées, bien sûr, il y a un débat d'idées, et la critique des personnes. Vous entendez de temps en temps des noms d'oiseaux. Là, justement, c'est que ça dérape. C'est qu'on n'est pas dans la norme, en fait. Et donc, c'est pareil en sciences. En sciences, je vous garantis que dans un congrès scientifique, si les collègues posent des questions exigeantes, ce n'est pas qu'ils sont malveillants, c'est qu'ils ont besoin de comprendre pourquoi vous ne trouvez pas le même résultat qu'eux, alors que vous devriez. C'est un souci de rigueur qui les anime. Ce n'est pas un souci de malveillance. Alors ce que je vous dis là, ça marche dans la société des chercheurs, mais ça marche aussi dans la société démocratique. Dans la société démocratique, on n'est pas censé avoir des légitimités monolithiques d'un côté, et puis on doit pouvoir faire la distinction entre la critique des idées et la critique des personnes. C'est lié les deux, hein.
Si vous pensez à des légitimités monolithiques, en tout sujet, le génie a raison sur tout, eh bien, la critique des idées se confond avec la critique des personnes, précisément. Alors, je suis très en colère contre les trois prix Nobel strasbourgeois qui ont appelé publiquement à voter en avril 2022 pour un certain président de la République au nom de leur prix Nobel. Vous devinez que c'est complètement contraire à ce que je viens de dire. C'est qu'on pratique la légitimité monolithique. Parce que ces mecs-là ont eu un prix Nobel en chimie, ils deviennent des prescripteurs en matière électorale. Où est la légitimité? Quelle est la relation entre le Nobel de chimie et la prescription électorale? Réfléchissez ça toute la nuit. Si vous avez une réponse, vous me l'apportez demain. Évidemment, ils se sont tirés une balle dans le pied. Parce qu'ils ont joué contre le métier de scientifique. Ce n'est pas parce que vous êtes scientifique, aussi bon puissiez-vous être dans votre domaine, que ça vous donne légitimité à parler de surtout et n'importe quoi. Malgré ça, les plateaux télévisés, depuis 30 ans, cultivent le dérapage des légitimités. C'est tellement fun de demander à Hubert Reeves son opinion sur le dernier cri de la mode. Waouh! Bah oui, mais un scientifique sur un plateau, on ne va pas l'inviter, c'est chiant les scientifiques. On va leur demander des trucs à côté de la plaque, justement. On a besoin de savoir comment s'appelle son chien, par exemple. On a besoin de savoir s'il aime les pâtes bolognaises. Enfin voilà. Bon, alors, la croyance, c'est précisément attribuer sa confiance à quelqu'un qui, pour nous, fait autorité. Et il faut que ça marche pour pouvoir faire société commune. Si les élèves ne peuvent pas faire confiance à leurs enseignants, on se demande où on va avec l'école, quelque part. Rassurez-vous, la plupart du temps, oui, ils font confiance, heureusement, bien sûr. Et cette confiance, c'est la mienne. Et donc, il y a un P ici sur la colonne, c'est ma confiance que je crois mon enseignant, a priori. Ce qui n'empêche pas de lever la main et de demander à l'enseignant plus d'explications. Et cette croyance-là, au sens de la confiance, elle est bonne socialement. Pourquoi? Parce qu'elle est l'antichambre du savoir dans l'espace scolaire. C'est-à-dire que n'importe quel élève est légitime à lever la main et à demander à l'enseignant d'expliquer un peu plus parce qu'il n'a pas compris. D'explication en explication, en principe, l'élève doit pouvoir, après coup, finalement, être amené à justifier lui-même les raisons pour lesquelles il tient l'assertion pour fiable. Donc, après tout, l'espace scolaire, voyez-vous, c'est un espace complexe parce que le contenu de l'enseignement, c'est du savoir, depuis Condorcet. On n'est pas censé enseigner le texte biblique, comme c'était sous l'Ancien Régime. Dans l'espace de la classe, le contenu de ce qui est enseigné, c'est du savoir, mais la posture de l'élève, a priori, c'est une posture de crédule consentant, mais temporaire. Quand on rentre dans une classe, on accepte d'être crédule, temporaire parce que de proche en proche, de justification en justification, finalement, on va pouvoir être amené à justifier soi-même. La croyance religieuse a un adjectif qui tient précisément à la notion de lien. La croyance religieuse, il y a deux interprétations sur l'adjectif religieux qui sont données. La première, c'est que le lien auquel on fait allusion, c'est le lien qui va relier l'individu à la transcendance à laquelle il adhère. Il y a une deuxième interprétation, qui n'est pas exclusive de la première, sur l'adjectif religieux, c'est que le lien dont il est question, c'est le lien qui unit les co-religionnaires entre eux. C'est-à-dire que ce qui est cru va souder la société des co-religionnaires. Et je dis bien société parce que quelque part, si vous êtes tout seul à croire un truc sur le plan métaphysique, jamais personne n'aurait idée d'appeler ce que vous croyez une religion. Quelqu'un qui est tout seul à croire un truc, on n'appelle pas ça une religion. On appelle une religion précisément quand on commence à être plusieurs, et puis qu'on est soudés ensemble dans l'adhésion à des assertions qui sont reçues précisément. Alors les croyances religieuses ne se légitiment pas du fait qu'elles sont sur une dynamique de justification permanente. Elles sont en cela opposées au savoir. Le savoir se légitime parce qu'il est périmable. La croyance religieuse se légitime parce qu'elle se présente comme immuable. Le résultat scientifique se légitime par sa nouveauté, quelque part, à un moment donné. La croyance religieuse se légitime par son ancienneté.
C'est-à-dire qu'en fait, si on l'a reçu des parents, des arrière-grands-parents, on en réfère, alors surtout pour les monothéismes, ou à des textes qui ont été écrits il y a fort longtemps, et c'est l'antiquité des textes, sur lesquels, bien sûr, il y a de l'exégèse qui est faite, mais c'est sur l'antiquité des textes et sur leur indifférence à la justification rationnelle, précisément, que la légitimité se construit. Ce qui fait que si vous voulez faire dialoguer, tiens, on revient au centre théâtre de Chardin, si vous voulez faire dialoguer le savoir avec les croyances religieuses, vous êtes sur une pente hyper dérapante. Pourquoi ? Parce que les croyances religieuses ont un régime de légitimation dans nos espaces publics qui n'ont rien à voir avec l'argumentation rationnelle. Des croyances religieuses qui voudraient se servir du savoir scientifique pour se légitimer, comme par exemple le créationnisme anglo-saxon des années 70-80, la creationist science de Morris et Gish, qui disent « nous allons prouver scientifiquement la vérité du contenu littéral de la Genèse biblique ». Alors, quand un scientifique entend ça, je vous assure, les bras lui en tombent. Parce que si ce qui est à prouver est déjà gravé dans le marbre, ce n'est pas la peine de commencer une manip. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous êtes déjà convaincu d'un résultat, qu'est-ce que vous allez chercher, les scientifiques, puisque vous savez que le résultat est vrai ? Les scientifiques, s'ils s'activent, s'ils cherchent de l'argent pour faire de la recherche, on passe beaucoup de temps à chercher de l'argent pour faire de la recherche, s'ils consentent à un effort expérimental, précisément, c'est parce qu'ils sont motivés par une question honnêtement ouverte. Nous pouvons nous laisser surprendre par une réponse à laquelle nous ne nous attendions pas. Ça m'est arrivé dans ma carrière de trouver un résultat inattendu. Nous sommes ouverts à la surprise. Mais ce n'est pas le cas de la creationist science. Alors, ce n'est pas les scientifiques qui appellent ces gens-là creationist science. C'est eux-mêmes qui se sont auto-proclamés scientifiques. Leur stratégie, elle est connue. Leur stratégie, elle est même écrite par eux-mêmes. Ils veulent convaincre la classe moyenne américaine que, un certain nombre de propos de nature théologique puissent être envisagés comme étant de la science pour rentrer à l'école publique américaine. Alors, il y a plusieurs épisodes, il y a les années 60, il y a le procès dans l'Arkansas de 1982, puis celui de 1987, puis le procès de Dover en Pennsylvanie 2005. Allez, je vous le fais court. Au dernier procès retentissant à Dover en Pennsylvanie en décembre 2005, il a été statué que la version moderne de l'époque du créationnisme américain n'était pas de la science et donc n'était pas enseignable à l'école publique américaine. Mais il s'en est fallu de peu pour qu'il en soit autrement. Et puis ça revient régulièrement. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a eu même confirmé par la Cour fédérale, ça ressurgit régulièrement. J'étais même d'ailleurs surpris que sous le dernier mandat de Trump, il n'y ait pas eu plus de raffut que ça, parce qu'à chaque fois que le Parti républicain revient au pouvoir, en général, on voit le créationnisme américain refaire surface. Bon, une croyance, un régime religieux qui a besoin de la science pour se justifier, il joue un jeu dangereux pour lui-même, parce qu'il engage les interlocuteurs à venir avec une exigence d'argumentation à laquelle la croyance en question n'a pas accès, elle ne la pratique pas de toute façon. Et donc, c'est mauvais pour elle. Et puis, alors, un savoir scientifique qui irait chercher des justifications religieuses ne serait même pas publié. C'est vous dire, un article scientifique dans les journaux internationaux n'est pas accepté ou refusé au motif de la croyance religieuse ou même d'ailleurs des opinions politiques du premier signataire de l'article. Les critères d'acceptation n'ont rien à voir avec ça. Les critères sont liés à la transparence de la procédure et à la rigueur de la procédure la procédure qui a été utilisée pour aboutir au résultat. Donc les deux régimes sont complètement étrangers l'un à l'autre, et sur le plan même de la genèse des assertions, si vous voulez. À qui profite le débat ? L'ouverture que je vous ai montrée au débat tout à l'heure, à qui profite-t-il le débat ? Nous, les scientifiques, on n'a pas besoin de nous faire dire que ce qu'on trouve, c'est bien ou pas bien. D'ailleurs, on s'en fout du bien ou pas bien. Notre rôle, ce n'est pas de vous faire plaisir. Ce n'est pas non plus de vous choquer, d'ailleurs. Notre rôle, c'est de garantir la fiabilité d'un contenu de connaissance. Ce que vous, en tant que citoyen, ou en tant que même religieux éventuellement, vous devez faire de ces connaissances, ce n'est pas à nous de vous le dicter. L'articulation, elle vous appartient. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la liberté de conscience. Elle vous est même garantie par la Constitution. Donc nous, les scientifiques, à l'échelle collective du métier, nous ne sommes pas habilités à faire des prescriptions, ni politiques, ni métaphysiques. Nous proposons des résultats,
comme disait Léo Ferré, arrangez-vous avec ça, quoi. Hein, ce n'est pas à nous de vous dire ce que vous devez en faire. Je parle des résultats de connaissances fondamentales. Hein. Ce que je dis là, je précise parce que je risque d'être mal compris. En sciences appliquées, le jeu est différent. En sciences appliquées, bien sûr, dans les applications de la science, il faut incorporer les citoyens dans les décisions à prendre, bien sûr. Mais pour les résultats fondamentaux, est-ce que la morue est apparentée au Saint-Pierre ou est-ce qu'elle est apparentée au poisson-coffre? Franchement, bon, vous vous en foutez, certes, mais pas moi en tout cas. Mais ce genre de considération, la validation d'un résultat donné ou sa réfutation, en quelque sorte, n'a aucun rapport avec la recevabilité publique du résultat en question. Donc vous voyez que les deux régimes sont vraiment différents, et vouloir mélanger les deux, à qui profite le crime, j'ai envie de dire. Nous, les scientifiques, on ne ressent pas dans l'exercice de la profession de nécessité d'aller dialoguer avec des religieux. C'est eux qui viennent nous chercher, en fait. Et pourquoi? C'est eux qui ont besoin de venir chercher le vernis de la science pour se légitimer. Alors, c'est pas avec les gros sabots de Maurice Egish, bien sûr. Hein. On n'est pas aux États-Unis dans les années 60-70. C'est ce qu'on appelle, en rigolant, le créationnisme gros sabot. Celui de la Terre plate ou celui de la Terre qui a 4000 ans. On n'en est plus là. Aujourd'hui, ça prend des formes plus sophistiquées que ça, bien sûr. Mais la dynamique reste la même. Le spiritualisme englobant va venir chercher les scientifiques pour les phagocyter et leur faire croire qu'il y a quelque chose de plus grand que la connaissance scientifique à construire. Mais ce quelque chose de plus grand, c'est eux qui le décrètent. Quel projet pour la connaissance y a-t-il de plus grand que d'arriver à s'entendre avec des collègues en faisant du réel l'arbitre de notre controverse? Quel projet peut y avoir de plus grand que de poser des résultats sur la table et de vous laisser libre de l'incorporer à votre représentation du monde, quelle qu'elle soit? Je répète, la science n'impose pas, les résultats fondamentaux, j'entends, hein, n'impose pas, elle propose. Donc on n'a pas besoin d'aller faire un dialogue, et pour la bonne raison que nos critères de validation sont complètement gérés en interne. On a des critères très précis sur ce que c'est qu'un résultat scientifique recevable ou un résultat irrecevable. Ce critère n'a rien à voir avec la posture religieuse des professionnels de la science. Ce sont des critères de rigueur méthodologique et d'armature épistémologique. L'opinion, d'abord, c'est la mienne, mon opinion. Mon opinion, je la construis avec un tas de trucs, et je la construis avec des morceaux de connaissances que j'ai acquis parce que des personnes ou des tables éditoriales ou des sites web sont dignes de foi, pour moi en tout cas. Et puis, dans mon yaourt d'opinion, là, il y a des morceaux de connaissances, et puis dans le yaourt, il y a des justifications. J'essaye d'articuler les connaissances que j'ai par un processus rationnel de justification. Mon opinion, elle peut se justifier, en effet, mais je ne peux pas justifier tous les éléments qui font mon opinion. Je suis bien obligé de m'en remettre à. D'ailleurs, ça se passe dans la vie de tous les jours, ça, il n'y a pas de souci. Dès lors, une fois qu'on a vu l'opinion avec cet œil-là, on se dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui serait particulier à l'opinion, c'est-à-dire que particulier au sens collectif, c'est-à-dire il y a bien un truc qu'on appelle l'opinion publique. Alors on va dire que l'opinion publique, c'est l'opinion majoritaire quand on aura fait une enquête. Mais est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de plus dans l'opinion publique qu'une simple somme arithmétique, si vous voulez? Et il y a des gens qui ont répondu à cette question, notamment c'est Kaufman et Chomsky, dans les années 70 et 80, qui ont écrit un livre qui s'appelle Manufacturing Consent, la fabrication du consentement, et qui démontre qu'en effet, l'opinion publique, elle a un processus de genèse, ce qu'on appelle un processus génétique, c'est-à-dire elle a un processus d'émergence qui peut être en effet infléchi, guidé, même voire manipulé par des pouvoirs, alors des pouvoirs variés, hein, des pouvoirs symboliques, des pouvoirs éditoriaux, économiques, industriels, militaires. Ils donnent l'exemple dans leur livre d'une dynamique qui a essayé de convaincre l'opinion publique américaine de la légitimité des interventions militaires des États-Unis d'Amérique en dehors de leur territoire. Ils ont pu démontrer que la collusion des intérêts pouvait infléchir clairement l'opinion publique.
Et ça, après tout, ça ne s'appellerait pas l'opinion, ça s'appellerait, ça porte un nom finalement, c'est l'idéologie. C'est-à-dire que quand vous allez travailler, en quelque sorte, les sciences et l'histoire de manière à servir un propos qui va dans l'intérêt d'un collectif, alors que ce soit un collectif, enfin, quel que soit le collectif, mais que cet intérêt soit économique, social ou symbolique, l'idéologie, elle intervient. Alors, vis-à-vis du savoir particulièrement, nous essayons d'être, entraînés, d'être aiguisés à détecter le moment où l'idéologie va manipuler les savoirs scientifiques. Ça, c'est notre rôle, hein, de pouvoir dire, attention, là, il y a manipulation. L'idéologie va réécrire l'histoire à son besoin, va ponctionner dans les sciences qui l'intéressent, mais laisser ce qui la dérange. C'est ce qu'on appelle le cherry picking, vous savez, la cueillette des cerises. Dans un bol de cerises sur la table, il y a des cerises qui sont belles, vous les prenez, puis les cerises qui sont un peu piquetées, vous les laissez. L'idéologie, elle a bien une chose très forte la plupart du temps dans son rapport au savoir, c'est la collecte partielle et partielle des données. Elle ne va ponctionner dans les savoirs que ce qui l'arrange, elle va laisser de côté ce qui la dérange. Et ça, c'est un caractère qui oppose très fortement l'idéologie au savoir scientifique, ou au savoir en général. Pourquoi ? Je vous garantis que dans un débat philosophique, ou dans un processus d'évaluation scientifique, si vous avez laissé de côté des données qui sont importantes au regard de la question posée, votre interlocuteur va vous le rappeler. Parce que ce qui vous anime, c'est l'avancée des connaissances. Et ça, avec l'évaluation par les pairs en sciences, c'est particulièrement vrai. Je vous rappelle que l'évaluateur dans un comité éditorial du journal, l'évaluateur qui va vous juger, il est au moins aussi compétent que vous sur le sujet, et il va être le premier à se rendre compte que vous n'avez pas pris en compte tel résultat, tel article ou telle donnée qui pourtant sont pertinentes au regard de la question posée. Et donc, il ne va pas vous rater, il va dire, écoutez, votre papier, là, c'est bien gentil, mais resoumettez quand vous aurez tenu compte de tel et tel résultat. Donc, les scientifiques collectivement organisés sont bien armés pour éviter ce que j'appelais le cherry picking, la collecte partielle et partielle des données. L'idéologie, elle le fait bien sûr de manière cachée. Elle ne va pas annoncer qu'elle a sélectionné dans les données, bien sûr. Elle va le faire de manière occulte. Et puis, il y a une des caractéristiques aussi, c'est pas moi qui l'invente, ça a été décrit par plusieurs philosophes. L'idéologie va réduire un élément de connaissance, l'arracher de son domaine de validité pour mieux l'exporter ailleurs. Alors, ce genre de choses, ça marche dans deux cas de figure. Le travail idéologique, réduire pour mieux instrumentaliser, déconnecter pour mieux reconnecter, en quelque sorte. Et c'est aussi à l'œuvre dans cette activité est aussi à l'œuvre dans ce que Gerald Bronner appelle les millefeuilles argumentatifs sur la toile. Les soi-disant vérités alternatives. Alors vous avez un millefeuille argumentatif, qu'est-ce que c'est ? C'est une couche d'arguments empilés les uns sur les autres, et chaque argument est super technique. Alors vous avez l'impression que le mec il est balèze, ou la nana, peu importe, mais vous avez l'impression que la personne est balèze. Wow, c'est vachement technique son truc, il est calé. Mais alors il n'y a aucun rapport entre la couche A et la couche B. La couche A a été prise dans la circulation routière, la couche B a été prise sur l'astronomie de la Lune, la couche C a été prise chez l'évolution des primates, la couche D a été prise dans la cueillette des pommes. Enfin, je dis n'importe quoi, mais il est impossible de réfuter un millefeuille argumentatif. Pourquoi ? Parce que les différentes couches du millefeuille ne sont pas du tout réunies par une matrice théorique qui fasse sens. En fait, ça n'a aucun sens. Et comme ça n'a aucun sens, c'est irréfutable, au sens littéral du terme. Pourquoi est-ce qu'en science, on avance ? On avance parce que les constructions qui sont faites, les constructions intellectuelles, s'ancrent dans un substrat théorique qui permettent de connecter les faits entre eux, de deviner quels sont les faits qui ne sont pas encore documentés mais qui pourraient advenir. Et surtout, cette trame, elle est super importante pour éclairer pourquoi un fait semble contradictoire avec la théorie. Et c'est ça qui motive la découverte nouvelle d'une interprétation, soit du fait, soit d'une révision de la théorie. Mais quand il n'y a aucune matrice commune entre l'ensemble des faits, comme dans un millefeuille argumentatif, vous ne pouvez pas travailler. Et donc, quelqu'un qui a construit sur la toile un millefeuille argumentatif en faveur
ce qu'on appelle les fake news. La Finlande n'existe pas. Vous avez vu cet article dans Le Monde? Il y a plusieurs centaines de followers en France sur ce site web qui prétend que la Finlande n'existe pas. Alors, il y a une carte de l'Europe où la mer Baltique rejoint la Russie. Les Finnois se demandent qu'est-ce qu'on leur a bien pu leur faire qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire aux gens pour être détestés à ce point-là. La Finlande n'existe pas. Bon, il y en a, vous verrez, je ne vais pas vous faire la liste comment dire, des affirmations proprement incroyables. C'est un texte de Gérald Bronner, d'ailleurs, qui s'intitulait « Croire à l'incroyable ». Bref, il y a des alter-vérités ou il y a des contre-vérités qui sont construites avec ce principe de la collecte partielle et partielle des données, la déconnexion pour de la reconnexion. Alors le millefeuille argumentatif, il y a de la déconnexion, mais il n'y a même pas de reconnexion. Donc comme je vous dis, c'est irréfutable. Vous pouvez toujours dire qu'il y a une couche du millefeuille qui ne marche pas. De toute façon, le gars, il prétendra avoir raison sur une autre couche, mais vous lui ferez remarquer qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. C'est que vous êtes un obtus rationaliste. Bon, d'accord. Donc l'idéologie, je voudrais simplement vous dire que nous, les scientifiques, notre rôle par rapport à ça, c'est d'arriver dans un but de garantie du bien public à pointer le moment où un résultat scientifique a été manipulé par l'idéologie. Mais nous ne prétendons pas pouvoir nous en extraire. Entre nous, ce n'est pas trop un problème. Nous naissons tous dans un bain idéologique. Nos familles dans lesquelles nous avons grandi ne sont pas omniscientes. Elles n'ont pas vu tous les aspects, toutes les facettes par lesquelles on peut voir la société. C'est tellement complexe. Et donc, bien sûr que nos informations, celles qu'on a reçues, ont été filtrées, ne serait-ce que par le vocabulaire qu'on utilise, la connotation des mots, la façon dont nous présentons les événements de l'actualité. Nous baignons tous, bien sûr, dans un bain idéologique, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, si on vraiment s'intéresse à la connaissance, les outils qu'il faut avoir, c'est, comme je le disais, le moment où, des outils qui nous permettent de voir, enfin, de détecter le moment où l'histoire, ou la science, enfin, d'ailleurs l'histoire fait partie de la science, au moment où la science est instrumentalisée par l'idéologie. Et elle est assez puissante. Alors, finalement, pourquoi je remets Condorcet ici? Parce que l'espace scolaire, tel que Condorcet le pense en 1791, c'est un espace, comme je le disais, politique, où le savoir est légitime. Et donc, aider nos enseignants à faire face à des contestations publiques du savoir, c'est les aider à fournir une réponse didactique, par une distinction, mais une réponse politique aussi. Pourquoi le savoir est-il légitime dans l'espace de la classe? L'espace qui serait légitime pour votre croyance religieuse, ça serait votre lieu de culte, mais ce n'est pas l'espace de la classe. Entre nous, c'est de la laïcité de base. Je ne vais pas détailler. Aider les enseignants avec des critères simples. Et pour terminer avec le rôle de l'idéologie, parce qu'il est assez puissant, ce rôle de l'idéologie, petite anecdote, j'ai assisté à un congrès en 2012, ça fait déjà longtemps maintenant, ça fait plus de 10 ans. J'ai assisté à un congrès de sciences polaires à Montréal. Alors moi, j'y allais pour présenter mes résultats sur les poissons antarctiques, parce que je fais mon terrain de zoologiste en Antarctique, mais je suis quand même allé écouter les sessions des sociologues. Et les sociologues, notamment l'équipe de Lawrence Hamilton à l'université de New Hampshire, présentaient ces résultats sur la perception qu'a le public de la fonte du couvert glacial arctique. Vous savez que l'Arctique, c'est une mer gelée et que la surface de glace de cette mer gelée, la surface peut se mesurer par les moyens satellitaires. Et donc, Hamilton propose à 1 millier d'Américains à peu près 30 photos du couvert de glace photographiées par satellite au mois de septembre chaque année entre 1979 et 2009. Donc pendant 30 ans, vous avez une photo satellitaire à la même saison, bien sûr, année après année, au mois de septembre, donc, du couvert de glace. Et on s'aperçoit par ces photos qu'en 2009, le couvert de glace de l'Arctique n'a plus que 60% de la surface qu'il avait en 1979. Et alors, on demande aux personnes qui regardent ces photos si ça les inquiète, si elles pensent que ce sont des vraies photos, et si est-ce qu'elles seraient prêtes à prendre en compte suffisamment ces photos pour changer quelque chose dans leur mode de vie. Donc évidemment, il s'agit en fait d'une enquête sur la recevabilité du changement climatique, bien sûr. On enregistre, les chercheurs en question enregistrent le niveau scolaire de la personne,
et ils enregistrent aussi de manière anonyme si la personne vote démocrate ou républicain. Et moi, en bon français jacobin, je me disais, tiens, si l'école sert à quelque chose, bah, on démarre peut-être, alors à faible niveau scolaire, avec des visions potentiellement divergentes, mais si l'école sert à quelque chose, se dit-on, on devrait quand même arriver à faire converger les citoyens vers une représentation commune du monde, parce qu'après tout, à quoi sert l'école si ce n'est nous emmener vers un socle commun, j'ai envie de dire, sur lequel va se construire une vie sociale. C'est vrai que si vous laissez trop de lacunes scientifiques dans ce socle commun, il va se passer des dégâts, et au premier chef des dégâts sanitaires. Des dégâts sanitaires parce qu'une épidémie ou une pandémie, elle ne vous demande pas votre avis pour vous infecter. Il y a indépendance totale entre votre conception scientifique de la vaccination et le succès du virus. Le virus, il va se régaler. Si personne ne veut se vacciner, vous allez bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Pour faire société commune, il y a besoin d'une culture scientifique. C'est ça que je suis en train de vous dire. Eh bien, le résultat d'Hamilton, c'est pas ça. Ça, c'est ce que j'imaginais, moi, devoir advenir. Le résultat d'Hamilton, c'est ça. C'est que plus un démocrate est éduqué scolairement, plus il va s'inquiéter ou prendre en compte les photos qu'on lui montre, et plus un républicain, par contre, est éduqué scolairement, plus il va, tergiverser sur la validité des photos, voire même nier les photos. Et donc, il faut interpréter la divergence des droites. Et la première réaction qu'on a quand on voit ça, on se dit « mais que fait l'école, bon sang de bonsoir ?» Et je vous rassure, ce n'est pas l'école qui est en cause. Évidemment, il y a eu débat sur l'interprétation de ces droites. Bon, alors, le réchauffement climatique n'est pas le seul sujet sur lequel les enquêtes ont été faites. Bien sûr, il y a plusieurs sujets à l'interface science-société, notamment en 2017, qui ont été publiés. Aux États-Unis, le réchauffement climatique, on sait que c'est un sujet qui fâche. C'est un sujet qu'on nous dit clivant. Il y a l'origine simiesque de l'homme aussi, l'homme en tant qu'animal, là aussi, ça fâche aux États-Unis. C'est là où on a des divergences fortes. Il y a des sujets qui ne fâchent pas, tout le monde est d'accord, mais il y a des sujets comme ça qui sont chauds. Bon, ça, c'est un sujet chaud. Alors, l'interprétation de ça, écoutez, elle est directement reliée à justement l'idéologie. C'est que nous sommes tous enclins à un biais cognitif qu'on appelle le biais de confirmation. Ça, c'est très bien décrit par les sciences cognitives. Alors, les sciences cognitives décrivent une trentaine de biais usuels dans la vie courante, et le biais de confirmation est l'un des plus importants. D'ailleurs, nous, les scientifiques, si nous sommes collectivement organisés, c'est bien pour éviter le biais de confirmation. Qu'est-ce que c'est que ce biais ? C'est que nous sommes beaucoup plus réceptifs à une information qui corrobore un cadre déjà établi, un cadre idéologique ou un cadre de vie, ou même un investissement dans un mode de vie. On est plus réceptif à une information qui nous rassure, qui corrobore ce en quoi on croit déjà, qu'une information qui réfuterait, qui contredirait. Dit autrement, nous sommes plus sévères à l'égard d'une réfutation que nous ne sommes sévères à l'égard d'une confirmation. Et ça, c'est un biais entre scientifiques. Nous, justement, comme on est évalué par les pairs, les collègues, ils vont être les premiers à vous dire « Oh, dis donc, t'es bien gentil, là, mais t'as été plutôt indulgent vis-à-vis de la contradiction là, que moi je vois par rapport à l'article de machin. » Bon. On essaye de tamponner, on essaye de se débarrasser, parce que justement on travaille collectivement, de ce biais de confirmation. Mais il est à l'œuvre dans la vie de tous les jours. C'est ce qui fait que les horoscopes marchent. Le matin, on vous dit, vous êtes Lion, il va se passer ça dans la journée. Ah, puis alors c'est marrant, parce que le jour même, il se passe ce que l'horoscope a dit le matin. Il y a un lien entre l'événement et sa prédiction, qui est suffisamment fort pour que le soir, en rentrant chez vous, vous disiez à vos proches, il s'est passé ça dans la journée, c'est marrant, l'horoscope l'avait prédit. Deuxième scénario, le matin, l'horoscope vous dit, vous êtes Poisson, il va se passer ça dans la journée. Supposez que dans la journée, il ne s'est rien passé du tout de particulier. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre le non-événement, précisément, et sa prédiction, puisqu'il n'y a pas d'événement. Et donc le soir, on rentre à la maison et on ne pense même pas à dire « Ah il ne s'est rien passé ». On oublie. On n'est pas aussi sévère à l'égard d'une contradiction que l'on l'est à l'égard d'une confirmation.
Et puis alors, même scénario encore pire pour certaines personnes, on va vous dire vous êtes Scorpion, il va se passer ça dans la journée. Le jour même, il se passe le contraire de ce qu'a dit l'horoscope le matin. Eh bien, le lendemain, la personne ira reconsulter son horoscope. Bon, pour des raisons peut-être qui n'ont rien de rationnel, bien sûr. L'horoscope, c'est fait pour espérer, c'est pas fait pour expliquer, on est bien d'accord. Donc le biais de confirmation, on y est dans la vie de tous les jours, on y a les deux pieds dedans. Et donc, un cadre idéologique qui est déjà installé va se renforcer par des confirmations. Alors attention, hein, les deux droites sont susceptibles de faire l'objet d'un biais de confirmation. Ce n'est pas parce que les républicains ont l'air de débiles sur cette figure que les démocrates ne le sont pas, vous voyez ce que je veux dire. C'est que la confirmation, elle peut aussi s'exprimer dans la droite qui monte, là. Hein. Ce qu'il faut expliquer, ce n'est pas pourquoi les républicains descendent, ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi il y a divergence, en fait. Pourquoi il y a divergence entre les deux droites. Quand vous avez beaucoup investi dans un mode de vie, c'est très difficile d'accepter la première récusation qui remettrait en cause le mode de vie dans lequel on a investi. Plus on a investi, plus c'est dur de faire marcher sa rationalité. Et donc, quand Bush dit l'American Way of Life n'est pas négociable, évidemment, il envoie un message à son électorat républicain qui va se retrouver en posture un petit peu... qui va être assuré, certes, un signal qui dit bon, ne changez rien, continuez à consommer comme vous le faites. Seulement, il y a plein de signaux qui arrivent de l'extérieur qui disent la planète est en danger, et il y a une dissonance cognitive par rapport à ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans une posture extrêmement inconfortable de dissonance cognitive? Il y a un des trucs les plus simples à faire, c'est de nier ce qui gêne, d'effacer ce qui gêne. Et donc, ça contribue peut-être à la descente ici. Ce qui contribue aussi, c'est que, et là pour les deux droites, hein, c'est que plus vous êtes scolairement éduqué, plus vous vous sentez légitime à commenter une figure. Alors soit à nier le réchauffement, soit à l'accréditer. Donc plus on se sent, plus on est scolairement, je le disais, donc éduqué, plus on se sent légitime. Donc peut-être que ça doit en partie contribuer à la divergence des droites. Et puis le biais de confirmation, il est renforcé aussi par l'usage de la toile, ici. C'est que je vous ai parlé du biais de confirmation, c'est pas seulement du fait que vous êtes quand même... Vous recevez les informations filtrées par un cadre idéologique, mais c'est pas seulement ça, c'est dans la pratique de la consultation. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, plusieurs sociologues de la crédulité l'ont décrit avec l'émergence de la toile. Il y a un nouveau marché de l'information qui se met en place avec la toile, et les modes de navigation vous renforcent dans des schémas qui sont déjà préétablis. En fait, notre cerveau est déjà enclin au biais de confirmation, mais le mode de navigation va nous rendre encore plus soumis à ce biais. Les pages se suivent et se ressemblent. Enfin, excusez-moi, je fais vite, mais vous savez que les modes de navigation vous renvoient vers des pages qui sont déjà structurées comme étant compatibles avec les pages précédemment consultées. Donc, on va évidemment renforcer potentiellement ce biais de confirmation. Donc ça, c'est les effets de l'idéologie, et c'est pour cela que, c'est en étant averti de la façon dont nos résultats scientifiques sont reçus dans le public, mais aussi instrumentalisés parfois par le public, c'est parce que c'est aussi faire œuvre de bien public que d'en être averti et que de le dire. J'ai ajouté dans ce tableau l'idéologie. Petite anecdote, avec 4 lignes, ce tableau il marche dans une classe de 4e. Ne croyez pas que ça, ce soit des trucs très sophistiqués. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, un demi-groupe de classe de 4e, 15 élèves, ils le savent, mais ce n'est pas structuré dans leur tête. Ils le savent collectivement. Vous n'imaginez pas ce que c'est aujourd'hui une classe de 4e collectivement. Et donc quand vous faites un recueil de représentations et que vous mettez dans une urne savoir, croyance religieuse, opinion, que chacun tire un papier et qu'on dialogue autour d'un mot, dans le dialogue autour d'un mot, la question de savoir si c'est collectif ou personnel, elle sort très vite, alors qu'on n'a pas montré le tableau. Hein. Et la question de savoir si ça justifie ou si on croit quelqu'un d'autre, ça ressort aussi. Donc il suffit de prendre ces 4 éléments, de les faire valoir lorsqu'ils émergent, et ensuite, au bout de 45 minutes de dialogue, un tableau qui n'est pas rempli, ils viennent, les élèves, remplir le tableau, et ils savent le remplir. Donc apprendre, je suis plutôt optimiste
je suis optimiste sur le plan pédagogique à l'égard des élèves. Par contre, je ne suis pas aussi optimiste sur l'effort de formation qu'il faut faire pour des enseignants pour maîtriser ces sujets et pouvoir mener une telle séance. Ce n'est pas une récusation de leurs compétences, hein, oh que non, mais comment dire, tout ce que je viens d'exprimer là provient d'une expérience du métier de scientifique qui n'a peut-être pas toujours été clairement explicitée pour un corps enseignant à qui on demande finalement d'enseigner des résultats de la science et pas comment la science se fait. Et donc, il y a bien sûr un effort de formation, mais là, il faut espérer qu'il puisse être fait pour aider à faire cette distinction. Alors, je vérifie l'heure, parce que j'ai encore 5 minutes pour conclure. L'espace du laboratoire est un espace laïque à l'échelle internationale, mais il ne le dit pas. C'est une extension. J'ai envie de dire que le collectif professionnel des chercheurs à l'échelle internationale, il est tacitement laïque au sens où un résultat scientifique, je vous le disais, n'est pas accepté ou refusé au motif de l'appartenance religieuse du premier signataire de l'article. Ça n'a rien à voir. Les critères de validation tiennent à un jeu. Alors, ce n'est pas ce soir que je vais vous caractériser ce jeu, mais on peut le caractériser. C'est dans la cour de récré qu'est cette sphère ici. Il y a des individus qui jouent ensemble. Bah oui, en science, on n'argumente pas n'importe comment. Il y a des règles de l'argumentation. Il y a des règles de l'objection. Par exemple, un truc qui n'est pas vrai ou faux parce que ma grand-mère l'a dit. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Merton en 1956. Merton explique que l'espace du laboratoire, c'est le seul espace de la société dans lequel on ne vous demande pas de croire. Et donc, précisément, l'argument d'autorité ne vaut pas dans un dialogue où on interprète des résultats autour d'une table dans un laboratoire. Alors, vous citez évidemment des collègues lorsque vous publiez votre article. Il faut montrer que vos connaissances se fondent sur les connaissances précédentes, bien sûr. Mais à tout moment, ces connaissances précédentes peuvent être réexaminées, re-questionnées. D'ailleurs, on ne se prive pas de le faire. Mais bien sûr qu'on ne construit pas sur rien, mais en tout cas, dans la dynamique du débat qui se met en place dans un laboratoire, c'est pas parce que celui qui a la grande gueule, là c'est le patron du labo, qu'il a toujours raison. Je vous le dis, je me suis fait contredire et réfuter par mes propres doctorants. Et c'est là qu'on s'est dit, c'est bon, le doctorant, il est mûr, il peut y aller. S'il prouve à son directeur de thèse qu'il se trompe, bah, c'est génial, quoi. Il a pigé que même si la personne a de l'admiration pour moi, eh bien, il aura outrepassé son admiration pour dire mais tu te trompes, c'est pas ça. Et c'est là qu'on a compris que l'éthos du métier, il est passé. L'argument d'autorité n'a pas lieu dans un espace du laboratoire. Je vous dis juste un des attendus cognitifs de la recherche. Il y en a plusieurs, hein, on ne va pas les passer en revue. Mais admettez avec moi qu'il y a un jeu qui se joue et que les joueurs, ce sont les petites boules bleues, là, et que ces joueurs, ils peuvent éventuellement être affiliés à une religion R1, R2 et R3, ou R3, mais ça n'interfère pas dans l'exercice du jeu. Alors, en classe de 4e et de 3e, je leur dis que c'est un match de foot, la science. Ça, ils pichent tout de suite. Il y a un terrain de foot, là, il n'y a pas une règle de foot pour les juifs, une règle de foot pour les musulmans et une règle de foot pour les chrétiens. Justement, la règle du match de foot, elle est indifférente aux appartenances religieuses individuelles. Dans l'espace du laboratoire, c'est pareil. Alors, j'invente rien ce soir, hein, je vous enfonce des portes ouvertes. Rostand l'avait déjà dit, hein, il avait une formule restée célèbre, les scientifiques laissent leur religion au vestiaire du laboratoire. Elle est jolie, cette formule du vestiaire. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes scientifique qu'on vous demande de devenir athée. Ça aussi, on le trouve chez nos jeunes des fois. Non, ben non. Moi, dans mon labo, j'avais fait dans le temps une enquête, il y a bien longtemps de ça, hein, il y a 30 ans. J'avais fait une petite enquête en discutant un peu avec les uns et avec les autres. Et puis dans mon labo, il y avait des protestants, un ou deux catholiques, un panthéiste, des athées, et puis je ne sais plus quoi. Enfin bon, bref, il y avait. Là, c'est bien parce que j'étais allé voir les personnes individuellement que je leur avais posé la question et qui est bienveillante, et la réponse était bienveillante, bien entendu. Je n'allais pas exploiter ça, mais comment dire, il y avait une diversité de postures métaphysiques dans le laboratoire, et ça n'interférait pas dans les conditions de travail.
Donc c'est bien ça le principe fondamental de laïcité, c'est que ce qui régit la légitimité de ce qui se fait dans un espace collectif ne relève pas des options métaphysiques personnelles. Donc c'est pour ça que R1, R2, R3 sont en dehors du cercle. Et quand je parle de match de foot aux gamins, ils ont bien compris que la science, c'est comme le foot. Les règles du jeu ne changent pas en fonction des appartenances. Ce qui fait que je récuse les adjectifs. Moi, je récuse en tant que chercheur les adjectifs qu'on colle aux mots science. Une science prolétarienne, une science bourgeoise, une science féministe, une science ceci, une science cela. Dans le sous-continent indien, il y a de la science, hindoue maintenant. Ce collectif dont je parle, il est international. Il ne réfère pas à des postures, à des options métaphysiques. Alors, je passe tout ce que je... pour venir recommander cet appel bienveillant au dialogue. Qui a intérêt au dialogue ? Ces gens-là vont vous parler d'avancées scientifiques. Ah oui, mais c'est à nous, les scientifiques, de parler d'avancées scientifiques. C'est pour vous expliquer qu'ils viennent quand même sur notre terrain. Ce n'est pas nous qui allons les voir. Ils viennent s'interroger sur le sens réel des progrès technologiques et scientifiques. Qui est mieux informé du sens réel des progrès technologiques et scientifiques que les scientifiques eux-mêmes ? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, le sens réel. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se cache derrière le mot sens, justement. Espace de dialogue, innovation. Tiens, le mot innovation revient. L'innovation, en général, vous savez, ce sont ces inventions, souvent à haute valeur technoscientifique, qui trouvent un débouché économique, quand on vous parle d'innovation. Là, c'est l'innovation qui revient ici. Les sciences s'alignent avec les valeurs humaines profondes. Tant que vous ne m'avez pas spécifié ce que c'est que les valeurs humaines profondes, je ne sais pas avec quoi je dois m'aligner, moi, dans mes résultats. Le chimpanzé, gros frère de l'homme, dans la phylogénie du vivant, ça s'aligne ou pas ? 2 + 2 = 4, ça s'aligne ? La morue apparentée à la Baudroie et pas au Saint-Pierre, ça s'aligne ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, bref, j'ai évidemment averti, un certain nombre de personnes sur le campus qu'il ne fallait pas se laisser piéger par ces ouvertures bienveillantes. Si vous voulez en savoir plus, c'est décrit dans les 2 livres que je vous ai montrés. À propos de livres, je vous recommande vivement la lecture de Gérald Bronner, La démocratie des crédules, sur l'effet qu'a eu la toile en termes de nouveaux marchés, entre guillemets, de l'information. Il y a le contenu de la conférence de ce soir, vous pouvez le retrouver dans Savoir, Opinion, Croyance, ici, chez Belin Éducation. Et puis, il y a aussi, pour des extensions qui ne manqueront pas d'être posées d'ailleurs, sur les relations entre science et société, il y a ce livre qui est sorti donc, chez Delachaux-Niestlé, La science à l'épreuve des mauvaises langues, et qui reprend, suite à la pandémie, une dizaine d'idées reçues sur la science dans la société, et qui déconstruit évidemment ces idées reçues. Un livre précieux aussi, mais sur le volant plus sociologie que sur le volant, sciences cognitives, en tout cas. Voilà, on m'a dit qu'il fallait 1 heure. Ben voilà, je suis dans l'heure et il est temps de poser des questions. Merci pour votre attention.